Merci à Julien et à Maëlys de m'avoir invité. Alors, vaste question. Comment être un entrepreneur en 2019? On est d'accord, c'est une vaste question. Avant de répondre à cette question, je me suis dit, avant de commencer de faire ma présentation, de vous présenter les mauvaises raisons d'être un entrepreneur aujourd'hui. Alors, juste avant, je m'appelle Kevin. J'ai une entreprise de consulting digital où j'accompagne mes clients de A à Z, ça veut dire de la création du site internet jusqu'au marketing digital, donc la publicité Facebook. Et j'ai une autre entreprise d'e-commerce en dropshipping. Justement, est-ce que quelqu'un peut me dire ce qu'est le dropshipping? Comme vous voulez. Toi, alors. C'est de la vente sans stock, c'est le concept, c'est le Exactement. concept de passer directement par le fournisseur pour livrer le client. Ouais, c'est ça, exactement. En fait, c'est une méthode de vente et on utilise une entreprise, par exemple en Chine, qui va s'occuper d'envoyer directement le colis au client. Nous, enfin moi, en tout cas, ce que je m'occupe, c'est juste du site e-commerce, de la publicité et du service client. Donc c'est un avantage incroyable pour les entrepreneurs un peu nomades comme moi pour pouvoir créer des business en ligne directement. Alors, les mauvaises raisons de devenir un entrepreneur. Alors là, pour le coup, j'aurais besoin de vous parce que c'est mes mauvaises raisons. C'est les mauvaises raisons que en tant qu'entrepreneur, j'ai rencontré d'autres entrepreneurs qui m'ont dit oui, ça c'est une... Et j'ai vu des entrepreneurs se lancer selon ces mauvaises raisons-là. Donc j'ai besoin de vous. La première mauvaise raison, parce que c'est des trucs très personnels ça, c'est vous voulez être riche. Qu'est-ce que vous en pensez justement? Est-ce que quelqu'un peut me dire si pour lui c'est une mauvaise raison ou pas? Oui? Je pense que ça dépend du type d'entrepreneuriat qu'on souhaite faire parce que l'entrepreneuriat c'est un grand mot. Il y a de l'entrepreneuriat où on peut se lancer pour devenir riche et si on travaille beaucoup et qu'on applique certaines méthodes, on peut potentiellement devenir riche. Après, si on veut faire de l'entrepreneuriat pour une idée ou on croit en quelque chose, là c'est beaucoup plus complexe. Ok, bon, tu as résumé du coup le début de ce que je voulais dire. En fait, c'est une mauvaise raison. Bon, alors pourquoi c'est une mauvaise raison? D'abord, un entrepreneur, je ne sais pas si vous avez vu les chiffres, mais il y a 8 boîtes sur 10 qui échouent. Donc l'entrepreneuriat, au final, a créé plus de pauvres que de riches. La deuxième raison, que, pour moi en tout cas, que j'ai trouvée, c'est que ce n'est pas un objectif de devenir riche. Ce n'est pas suffisant comme objectif. Et puis au final, riche, ça veut dire quoi? Genre, riche, vous prenez par exemple une personne, n'importe qui dans le public, il va me dire, bon, écoute, riche, c'est d'être millionnaire. Il y en a certains, il va dire, ouais, 2500 € par mois net, ça me suffit. Il y en a certains, il va me dire, moi, ce que je veux, c'est libérer de mon temps. Donc, riche, pour moi, c'est vraiment une mauvaise raison. La deuxième mauvaise raison, c'est que vous en avez marre de travailler pour quelqu'un. Alors ça, c'est un truc que j'ai entendu plein de fois. Je suis salarié, mon boss me saoule, etc. J'en ai marre de travailler pour quelqu'un, c'est une très mauvaise raison. Pourquoi? Parce que quand vous êtes entrepreneur, vous allez travailler pour tout le monde. Vous allez travailler pour votre comptable, parce qu'il faut bien rendre des comptes. Vous allez travailler pour l'État, parce qu'il faut bien payer ses impôts. Vous allez travailler pour vos clients, parce qu'il faut bien amener de l'argent. Et vous allez travailler aussi pour vos salariés, si vous en avez. Donc en fait, c'est pour moi une très mauvaise raison. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez aussi me le dire, parce que c'est mes mauvaises raisons à moi que j'ai remarquées. Vous voulez travailler moins. Alors, le truc, c'est que ça apprend entre guillemets. Parce qu'au début, dans une boîte, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Je ne sais pas, vous créez votre boîte, il faut déjà... honnêtement, c'est un gros bordel pour créer sa boîte au début. Il faut aller... alors moi, je suis à Bruxelles, donc c'est un peu différent. Mais c'est un peu pareil qu'en France, l'administration, c'est la même. Donc c'est très chiant de créer des statuts, etc. Mon dossier, moi, à l'époque, n'était pas complet, etc., etc. Vous devez créer votre produit, vous devez recruter des clients. Donc c'est colossal le travail qu'il y a à faire. Mais là où, pour moi, on peut travailler moins, c'est à un moment donné, quand votre boîte elle est rentable, vous avez deux solutions. Soit vous essayez de la croître, cette boîte, ou soit vous êtes comme moi et vous êtes satisfait de votre boîte. Et du coup, au moment où vous pouvez déléguer, vous allez déléguer votre temps. Donc au final, moi, il m'arrive de faire des jours où je commence à 10h et je finis à 15h. Mais c'est parce que je le veux. C'est parce que je ne veux pas que ma boîte, je ne veux pas 100 salariés, j'en ai quelques-uns, c'est suffisant. Je suis satisfait de ma boîte. Et je pense que c'est bien aussi de le dire, parce qu'on voit vraiment, de nos jours, beaucoup de croissance, mais il y a un moment donné, si vous êtes satisfait, pourquoi pousser?
c'est toujours bien de profiter aussi de la vie. Je ne sais pas si c'est votre cas. Mais ça, il faut en avoir conscience, en fait. Il faut en avoir conscience, pardon. Ah oui, vous avez peur de vous planter. Bon, alors ça, c'est un truc. Les êtres humains ont peur de se planter. Moi, j'ai peur de me planter. Je pense que tout le monde dans cette salle a des peurs, mais c'est une mauvaise raison. C'est pas grave d'avoir peur. Dans tous les cas, si vous sortez de votre zone de confort, parce que c'est ça, en fait, avoir peur, c'est sortir de sa zone de confort. Eh bien, imaginez que la zone de confort, c'est un carré, okay, un petit carré, je ne sais pas, on va dire de 5 cm. Vous décidez de sortir de vos zones de confort. Bah, le carré va s'élargir. Vous décidez de prendre l'avion pour aller dans un autre pays. Vous avez peur. C'est normal d'avoir peur, mais le carré va encore s'élargir. Et vous allez ramener ces choses-là dans votre zone de confort. C'est pour ça que c'est très intéressant de se dire qu'il ne faut pas avoir peur. La peur, ça ne doit pas être un moteur. Ça doit être une motivation pour pousser. Okay, c'est vraiment... Et ça, c'est pour moi, la peur, c'est quelque chose c'est vraiment malsain au final. Parce que ça nous empêche d'avancer. Je vais vous poser la question. Votre famille veut vous voir salarié, parce que c'est un truc qui m'est arrivé, alors je voudrais savoir si... Oui. Ok. Pour toi alors, c'est une mauvaise raison? Non, je disais que oui, c'est quelque chose qui arrive souvent. Ok, c'était arrivé? Ok. Tu peux l'expliquer un petit peu ou pas? Disons que depuis toujours, mes parents, en fait, comme je suis issu de la classe ouvrière, etc., Okay. Pour eux, l'objectif dans la vie, c'était de faire de longues études et de pouvoir entrer dans une boîte et signer un CDI, être salarié. Et Ouais. pour eux, c'était vraiment la réussite parce que, en fait, c'était le tableau qui peignait pour mon avenir. Ok. Parce qu'on ne voulait pas me voir trier. Ouais, c'est comme moi, quoi. Moi j'étais en major entreprendre comme vous. C'est vrai qu'à la sortie de l'école, vos parents vous disent bon voilà, mes parents disent on a payé 35 000 balles l'école. Il y a un moment donné, je ne veux pas que tu sois entrepreneur parce que tu vas encore, va falloir encore fournir de l'argent, c'est très chiant. Donc moi, j'ai eu ce truc-là et ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché un travail, évidemment. Et le premier travail que j'ai eu, c'était à Bruxelles. J'étais dans une start-up qui s'appelait Iman First, je ne sais pas si vous connaissez. Et je me suis fait virer en 3 semaines. Ouais, magnifique. J'avais lâché mon appartement à Paris. J'avais pris un appartement à Bruxelles avec un bail de 3 mois. Donc je devais rester à Bruxelles pendant 3 mois. Et là, la start-up me vire pour des raisons incertaines. Je ne sais même pas pourquoi ils m'ont viré. Et du coup, je me suis retrouvé encore 3-4 mois à me dire bon, qu'est-ce que je fais? Mes parents me mettaient la pression en disant bon, Kevin, vas-y, c'est bon là, qu'est-ce que tu nous as fait? Donc je me suis dit on va arrêter les startups, je vais me mettre dans un grand groupe. Et j'ai trouvé une boîte, un grand groupe qui s'appelle Roularta. Je ne sais pas si vous connaissez Roularta. C'est normal parce que c'est le Benelux, c'est les chaînes télé, c'est les magazines belges. Et j'étais le lead UX. Donc super taf, super salaire, etc. Et j'ai fait 9 mois. J'ai fait 9 mois parce que j'ai démissionné, j'ai décidé de démissionner. Et je vais vous dire un truc, c'était le 2 janvier que j'ai démissionné. Il y avait ma manager qui arrive, elle me dit bonne année, et j'ai dit je démissionne. Et je peux vous dire que ça fout un froid mémorable dans le truc. Et le 3 janvier, parce que je n'avais pas dit ça à ma mère, il y a ma mère qui arrive dans un bar, parce qu'en fait elle est de Dijon et du coup elle est venue à Bruxelles, elle m'attendait dans un bar. Et je lui dis bon, j'ai une nouvelle à t'annoncer, je démissionne. Et je peux vous dire qu'il a fallu quoi, 3-4 heures, on était bourrés ensemble et tout. C'est normal parce que ça lui fait énormément peur. Ça lui fait énormément peur. Elle me dit mais tu vas faire quoi, etc. etc. Et bien, en fait j'avais trouvé mon premier client. Donc du coup j'ai monté ma boîte directement. Vous voulez être accompagné. Alors pourquoi c'est une mauvaise raison? Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on est accompagné partout. Je ne sais pas si vous voyez The Family, je vois encore plein d'accompagnements, même ici il y a de l'accompagnement. Mais au final, dans l'entrepreneuriat, vous êtes tout seul. Vous êtes tout seul. Il faut passer à l'action, il faut exécuter. Et ça, je l'ai remarqué. Et le problème d'être trop accompagné, c'est que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de théoriciens un peu geeks de l'entrepreneuriat au final. C'est-à-dire qu'ils connaissent beaucoup de théories sur l'entrepreneuriat, mais 80% de l'entrepreneuriat, c'est de l'action, c'est de la mise en application. Alors ça, c'est pas mal aussi, vous voulez un second revenu. En fait, moi, je suis un petit peu... honnêtement, le second revenu, c'est quelque chose qu'il ne faut absolument pas faire. Je vais vous expliquer pourquoi. Si vous êtes salarié, et que vous dites, bon, je vais monter ma boîte à côté, trop bien, comme ça, dès que ma boîte va être rentable, je vais lâcher mon taf.
Mais au final, ça va être extrêmement dur parce qu'il va falloir persévérer encore plus. Il va falloir persévérer parce que déjà qu'une boîte, c'est super chaud à monter. Ça demande de travailler de manière très intense sur une longue période avec beaucoup de persévérance. Si vous voulez un second revenu, je pense qu'il y a des meilleurs moyens pour faire de l'argent en second revenu que de créer une boîte. Vaut mieux démissionner ou se mettre au chômage et créer sa boîte. Vous allez avoir moins de pression plutôt que de le faire à côté. Est-ce que le dropshipping en est un? Non. Tu peux le faire à côté. Ouais, il n'y a aucun souci là-dessus. Le dropshipping, c'est particulier parce que c'est un business en ligne, mais ça demande aussi de travailler. Beaucoup de temps. Ça demande beaucoup de temps. Oh. Il faut se former au début. Il faut se former, ouais, il faut se former. Après, combien de temps par semaine? Moi, l'activité dropshipping, alors moi j'ai délégué parce qu'après quand tu commences à faire un peu de chiffre, tu vois, tu délègues. Mais généralement, si tu travailles 2 heures par soir, ok, et tu fais ça tous les jours, il ne devrait pas y avoir de problème. C'est pas quelque chose de. Le plus dur après, c'est d'itérer si tu préfères quand tu as ton site e-commerce. Tu vois, tu installes un outil qui s'appelle Hotjar. Ça te permet d'itérer et de savoir et de placer tes modules un peu différemment pour voir et analyser le trafic. Voilà. Exactement. Moi, j'espère que je ne vous ai pas trop dégoûté sur le coup, parce que... Non, alors j'ai dit qu'en 2019, l'entrepreneuriat s'appréhendait de différentes formes. Alors, je vais vous dire un truc, j'ai mis 2019, mais en fait, ça peut être 2005, 2006, 2007, 2008. Pour moi, l'entrepreneuriat a changé depuis les années 60. Okay, c'était un entrepreneuriat qui était totalement différent. Maintenant, on a l'outil Internet. Et l'outil Internet, ça a permis d'apporter davantage d'opportunités. Et je pense que si vous créez une start-up, un business en ligne, ce que vous voulez, passez par Internet. C'est vraiment, ça vous facilitera la tâche, vous allez toucher beaucoup plus de monde. Je ne sais pas si vous connaissez cette fille, Kylie Jenner. Qui c'est qui la connaît ici? D'où vous la connaissez? De partout. De partout? Personne ne peut me raconter son histoire. C'est une fille, elle s'appelle Kylie Jenner. C'est une fille qui s'appelle Kylie Jenner. Bon. Oui, exactement. C'est de la famille Kardashian, elle est devenue millionnaire en 3 ans. Alors, la famille Kardashian, grosse visibilité sur Internet, etc. Et la question est comment elle est devenue millionnaire en utilisant et en créant un e-commerce de cosmétiques. Alors, elle a une énorme notoriété. Kylie Jenner, elle fait beaucoup d'Instagram, elle est présente sur YouTube, elle est présente sur Snapchat. Donc, il y a de la facilité. Mais je trouve que devenir millionnaire en 3 ans, c'est quand même extrêmement fort. J'en ai rarement vu. C'est pour ça que je voulais vous la montrer. Et ce qu'on peut en tirer de ça aussi, c'est que notre génération, si vous voulez, l'entrepreneuriat, ça va super vite. C'est-à-dire que vous pouvez très vite devenir millionnaire ou milliardaire et très vite devenir clochard, on va dire un peu ça, pour prendre les deux extrêmes. Mais ça a un avantage tout ça, parce que quand vous allez créer votre business, ça va marcher soit très vite, ou soit ça va échouer très vite. Donc c'est bien parce que quelque part, vous pouvez monter des business et puis les tester. Ça, c'est un avantage qu'on a et c'est grâce à Internet. Alors, la première chose qui a changé en 2019, c'est que maintenant, il y a plein de genres d'entrepreneuriat différents. Vous pouvez construire une audience. Les influenceurs Instagram, je veux dire, il y en a des tonnes maintenant. Sur YouTube, il y en a aussi des tonnes, un blog. Enfin, il y a vraiment une multitude de manières de créer de l'audience et de répondre à un besoin. Ça, c'est hyper important. Je ne sais pas si vous vous imaginez, parce que moi, je suis en train de recruter un salarié en ce moment, et du coup, je reçois plein de CV. Et il y avait deux mecs, ils avaient les mêmes compétences et ils avaient le même un peu background, bon, ils avaient fait les mêmes écoles, etc. Et il y a un type il avait écrit un super article sur Medium. Et ben, j'ai pris le type qui a écrit des super articles sur Medium. Pourquoi? Parce que je ne sais pas si vous imaginez l'impact que ça a. D'écrire un article, c'est visible par tout le monde. Si l'article il est super bien écrit, vous êtes considéré comme un expert. Donc pensez-y, à chaque fois que vous faites un truc, mettez-le sur Internet, visible. Vous le mettez en forme, etc. Ça va vous donner des opportunités de manière vraiment exponentielle. Et vous allez vous différencier de tout le monde, que vous soyez salarié ou entrepreneur. Alors, vendre des infoproduits, ça c'est quelque chose que vous voyez souvent.
J'imagine sur Internet, tout le monde vend des infoproduits. Il y en a des bons, il y en a des moins bons, il y en a même des mauvais. Mais c'est une manière, si vous voulez, en entrepreneuriat, une manière d'entreprendre différente d'avant. Donc là, je ne sais pas si vous connaissez la personne. Tai Lopez, exactement. Qui lui, évidemment, a gagné beaucoup d'argent en vendant des produits sur Internet, justement pour créer sa boîte, créer des business en ligne, etc., etc. Vendre des services. Bon, ça, c'est très simple. Vendre des services, c'est votre compétence. Vous vendez votre service. Vous êtes designer, vous vendez votre service. OK, bon, le seul problème qu'il y a avec cette méthode, c'est que vous êtes toujours dans cette constance d'échanger votre temps contre de l'argent. Et le but, ce serait de faire l'inverse. C'est-à-dire que vous n'échangez plus votre temps contre de l'argent, mais l'inverse. Que l'argent travaille pour vous, en fait. C'est une logique d'entrepreneur. Et c'est pour ça qu'Internet, c'est quelque chose d'assez incroyable, en fait. Parce que du coup, vous pouvez faire travailler les autres, enfin, je ne vais pas dire faire travailler les autres pour gagner de l'argent, parce que c'est un peu bizarre. Mais en gros, votre produit, si vous le mettez en ligne, eh bien, il est visible à 23h, il est visible à 2h du mat, il est visible à 6h du mat. Parce que le problème, c'est qu'on a une journée, nous, de 24 heures, on ne peut pas se démultiplier, ce n'est pas possible. Donc c'est ça, moi je trouve qu'Internet a rendu ce truc-là, quand vous vendez par exemple un service ou une formation, bah, la formation, elle est en ligne tout le temps. Donc ça, c'est bien. Donc là, retour au dropshipping, vendre des produits qui fournissent de la valeur. Alors, on parle de dropshipping, mais il y a aussi vous pouvez lancer un e-commerce classique. Il n'y a pas besoin que... Enfin, le dropshipping, c'est une méthode de vente qui est assez bien parce que ça permet de tester le produit très vite. Vous voulez savoir s'il fonctionne. Que si vous prenez du stock, bah, on ne sait pas s'il fonctionne. Et c'est là l'avantage de faire du dropshipping. Alors, il y a un truc, quand je suis sorti d'école, je me suis dit, OK, moi je veux devenir entrepreneur, etc. Je veux avoir des clients, mais je ne savais pas comment faire. Je ne sais pas si c'est votre cas. En fait, vous ne savez pas trop comment faire. Il n'y a pas de trame. Ce n'est pas comme une équation mathématique à résoudre. Et là, ce que j'ai essayé de faire dans cette présentation, c'est vraiment vous donner les clés et le chemin à suivre étape par étape pour créer en fait, sa boîte. Bon, ça, c'est rien de compliqué. Et surtout, trouver des clients. La première chose, c'est penser votre business comme un système. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce que je veux dire par penser votre business comme un système? J'aurais pu la mettre dans les erreurs, ça, du début. Il y aura une certaine organisation. Ouais. Ouais, OK. Chose qui est automatisée. On y arrive. Se concentrer sur d'autres pistes d'amélioration de son système de base. Ouais, en fait, pourquoi il faut penser comme un système? En fait, la question, elle est là. C'est, en gros, moi, quand j'ai commencé, j'avais mon client. Mon client, j'avais une visibilité de 6 mois. Pendant 6 mois, il me prenait en freelance, il me payait tous les jours. Et arrivé au bout de 6 mois, je me dis, ah ben mince, j'ai plus de clients. Alors du coup, vous passez votre temps à chercher un client, puis après, vous allez travailler pour le client, puis c'est un espèce de cercle infernal comme ça. Le fait de penser comme un système, c'est justement faire l'inverse, que vous allez tellement envoyer de la valeur sur Internet, sur tous les réseaux sociaux, que les clients vont venir à vous. Et votre prospection, en fait, vous allez déléguer votre prospection à Internet. Donc en fait, les clients vont venir vers vous. Et pas l'inverse, vous n'allez pas chercher tout le temps des clients, parce que ça, c'est super chaud, ça prend énormément de temps. Et on va voir justement comment faire. D'abord, il y a 4 niveaux. Tout le monde a fait du freelancing, j'imagine, en tout cas. Et il y a 4 niveaux pour moi d'un freelance. Le niveau 1, c'est l'exécutant. Alors, l'exécutant, c'est par exemple Fiverr. Okay, Fiverr, voilà, c'est une tâche assez simple à faire, comme mettre du contenu sur un CMS WordPress. Un exécutant peut le faire. Le problème de ces niveaux-là, c'est que si vous restez exécutant, vous n'allez pas pouvoir facturer cher. Parce que ça, ce n'est pas une tâche au final, c'est une tâche d'exécution, quoi. C'est assez simple. Le niveau 2, c'est le technicien. Alors, le technicien, c'est le développeur, le designer. Okay, on a besoin d'un front-end pour intégrer le site, on prend un technicien. Là, pareil, c'est un niveau, si vous voulez, c'est très limité au niveau de la facturation. Vous ne pouvez pas facturer 800 € la journée pour faire ce travail-là. Le niveau 3, c'est le consultant. Alors, le consultant, il devient irremplaçable. Pourquoi? Parce qu'il s'approche du business. C'est-à-dire que les tâches d'exécution, les tâches des techniciens, il va pouvoir les déléguer.
Okay, le consultant, c'est celui qui va justement consulter votre business. Je vais vous donner un exemple. Dans une boîte, il va apporter le branding de la boîte. Moi, j'avais croisé un freelance qui avait réussi à facturer 1 700 € la journée. Alors, je peux vous dire, c'est une somme colossale. Et c'était sur une marque de luxe et il était en concurrence avec des grosses boîtes des grosses boîtes comme Deloitte, etc. Et il a réussi à passer. Pourquoi? Parce qu'en fait, il s'est positionné comme quelqu'un qui était consultant et qui allait apporter beaucoup de valeur, si vous voulez, à cette boîte de luxe. Consultant. Le niveau 4, alors le niveau 4, ça c'est un niveau assez élevé en fait. C'est à un moment donné, quand vous êtes tellement connu, vous êtes tellement bon dans votre domaine, les gens vous proposent de devenir une sorte de partenaire. C'est-à-dire que vous allez être avec le CEO de la boîte. Okay, c'est-à-dire que vous êtes le consultant qui va accompagner en support le CEO. Évidemment, c'est par rapport à mes compétences. Moi, si je suis designer, à la base, UX designer, je ne vais pas accompagner le CEO qui est en finance. Je vais plutôt accompagner dans des groupes qui sont extrêmement pour des problématiques de stratégie digitale. D'ailleurs, je suis assez curieux. Vous pensez que vous êtes où exactement ici? Quel niveau vous voulez atteindre? Je ne sais pas. Est-ce que vous avez vu ces genres de problématiques genre que vous vendez quelque chose en tant que freelance? De toute façon, on ne nous demande pas grand-chose on ne nous demande pas quand on a un statut de consultant, on nous demande avant tout des services en tant que technicien, Ouais. exécutant. Donc effectivement, je pense que le statut Ouais, mais ça, c'est de consultant, Ouais, vas-y. une image qu'on attend auprès de la marque qu'on vise, par ce statut post-médium, etc. Ouais. Un pseudo-expert, et donc du coup, après, plus facilement switcher au statut de consultant. Ouais, il y a du vrai, il y a du vrai. Mais c'est normal au début qu'on te mette dans cette position-là, mais quand tu vas évoluer dans ta carrière, tu vois, même en tant qu'entrepreneur, tu vas plutôt évoluer dans ces cases-là, tu vois. Maintenant, je vais vous montrer comment passer de ici en fait à ici, ok? Juste après. Le but, c'est, comme j'ai dit, de ne plus être un technicien défini par ses compétences, mais un business défini par la valeur qu'il apporte à ses clients. Et ça, en fait, ça change tout. Ça veut dire que vous allez arrêter de facturer votre temps, mais vous allez facturer la valeur que vous allez potentiellement créer à votre client. Un exemple, je connaissais un freelance qui avait fait les photos de Tommy Hilfiger. Big client, on est d'accord. Mais imaginez, il fait une photo, cette photo, elle va être vue par des millions de gens, c'est la nouvelle collection, etc. Bah, c'est normal qu'il facture cher. Je veux dire, vous n'allez pas facturer un grand groupe comme Tommy Hilfiger avec qu'une start-up classique. Donc maintenant, il faut changer son état d'esprit et se dire que voilà, vous n'êtes plus un technicien défini par ses compétences, mais un business défini par la valeur qu'il apporte à ses clients. Et franchement, ça change tout. Même quand vous allez recruter des clients, vous dites, moi, je peux vous donner tel type de valeur. Par exemple, et du coup, vous changez votre optique de vous dire, si je facture 1 heure, 2 heures, 3 heures, non, on s'en fiche de facturer 1 heure, 2 heures, 3 heures ou 200 € la journée. Non, là, c'est un problème, une solution. Moi, je vais résoudre votre problème en apportant de la valeur, donc je vais facturer tant. Mais pour faire ça, il faut apporter de la valeur avant même d'être payé. En fait, c'est ce que je disais sur Internet. Pour prouver sa valeur, la première chose, c'est d'avoir une forte visibilité sur Internet. C'est super important. Écrivez des articles, ayez une présence sur Instagram, sur YouTube, parlez de votre compétence. Il n'y a que comme ça que vous allez devenir un expert aux yeux des autres. Il n'y a que ça qui compte, vraiment. Parce que moi, au début, je faisais l'inverse. C'est-à-dire que j'allais voir mon client, allez, j'essayais de me faufiler dans le truc, etc. pour négocier. J'essayais de négocier le tarif parce que c'était lui qui me l'imposait, etc., etc. Et que maintenant, si vous apportez de la valeur avant même d'être payé, c'est-à-dire sur YouTube, et vous travaillez, vous créez des blogs, etc., etc., et ben ça va changer la donne. Déjà, les clients vont vous contacter et vous allez pouvoir fixer votre tarif. Et ça change tout, vraiment. Maintenant, il faut faire attention à un truc. Est-ce que quelqu'un peut me dire la différence entre des conseils et des informations? Il y en a un qui est meilleur que l'autre. Ouais, c'est clair. Il y en a un qui est subjectif et l'autre objectif, je dirais. Ouais. Et là où il n'y a pas des infos. Le conseil prend les informations et les tourne vers le business du client.
Ouais, c'est pas faux. Il y a une notion d'expertise dans le conseil qu'il n'y a pas dans la Exactement, ouais, très bien. En fait, tout le monde peut donner des informations, genre, je sais pas, bon, je sais pas, par exemple, vous avez un business, vous conseillez un client pour créer un business, ok, bah, créer un site, super. Bah, merci, je ne le savais pas. Le conseil, c'est le consultant, du coup, et lui, il va lui dire, ok, tu crées un site, mais je vais te dire ce qu'il faut mettre dedans, je vais travailler le SEO, etc. Je vais l'accompagner de A jusqu'à Z, l'espèce de tout clé en main, en fait, vous voyez. Ça, c'est plus cette la notion de conseil. Donc du coup, arrêtez de donner des informations, mais donnez des conseils aux gens. Enfin, en tout cas, à vos clients. Alors ça aussi, c'est un truc que j'ai compris en fait assez tard. C'est que la valeur que vous créez est proportionnelle à l'argent que vous gagnez. Et ça, c'est dans tout type de business. Vous pouvez prendre Apple, je veux dire, le mec a changé le monde avec ses iPhones, c'est normal qu'au final, il gagne énormément d'argent parce qu'il a créé énormément de valeur. Et c'est ça qu'il faut se dire, c'est cette notion de valeur. Créer de la valeur pour les autres. Quand vous créez un business, vous ne le faites pas pour l'argent, vous créez de la valeur pour les autres. Plus vous allez créer de valeur, plus c'est normal d'avoir de l'argent en retour. Et si vous ne gagnez pas assez d'argent dans votre business, c'est justement que vous n'avez pas encore assez créé de valeur. Créer de la valeur, ça peut être créer des articles de blog, ça peut être aussi d'avoir une visibilité sur YouTube, créer une communauté sur Internet, sur Instagram, etc. Vous pouvez prendre tous les entrepreneurs qui ont la cote, toutes les startups qui cartonnent, elles sont toutes sur Internet. Hein. Je n'en connais aucune qui n'est pas sur Internet, quoi. À part quelques grands groupes qui, eux, sont bien posés, bien pépères. Mais peut-être que ça durera qu'un temps, tout ça. Est-ce que vous connaissez Jay Abraham? Si la personne le connaît. Il a pas. C'est pas un octogénaire. Il a pas 80 ans, lui. Il n'a pas 80 ans. Personne ne sait? En fait, Jay Abraham, ouais, c'est un des plus grands consultants aux États-Unis. Il a plus de 8000 clients à son actif et il arrive à facturer 50 000 $ la journée. Et je me suis beaucoup inspiré de lui, si vous voulez, pour créer ma première entreprise de consulting. Donc lui, il joue sur la stratégie de prééminence. Et justement, je vais vous en parler. Alors avant, il va y avoir une petite vidéo d'un de ses séminaires qui dure quelques minutes. Et soyez attentifs parce que ce qu'il dit est super intéressant. Most people I have met in business when I first meet them have fallen in love with the wrong thing. They got the hottest, coolest product or service or company in the market or in the world, and they are so enraptured with it. Everyone's rallying around the company, and they want to be the fastest growing or the biggest, the most successful, dominant force in the market, and all their team members are rallying behind it. And that's admirable, but wrong. You should not fall in love with your company or your product or your service. You should fall in love instead with your client. You got to realize you have 3 sets of clients under your service, only one of which pay you. You pay the other 2. That you look at everybody out there that you want to do business with, and that you make it a point of deciding that you're not going to wait for money to change hands before you start contributing, guiding, counseling, advising, consulting, protecting them. And it will blow their minds because it will definitively and differentiatingly, it'll set you so apart from everyone else you deal with by the way you do it. Alors, je ne sais pas si vous avez tout compris. Alors, j'ai mis des sous-titres au cas où. Mais ce qu'il dit est très intéressant, en fait, c'est que la plupart des gens ils vont essayer de tomber amoureux de leur service. Ils vont essayer de concevoir. Et c'est normal parce qu'en fait, on veut prouver ses compétences. Vous avez un service à vendre, et ben on veut mettre des compétences sur ce service-là. On veut, voilà, moi je suis designer, je veux prouver, je vais parler technique, etc. Mais en fait, on s'en fiche. Tombez amoureux de votre client. Si vous tombez amoureux de votre client, vous allez cibler ses besoins, vous allez cibler son problème et vous allez répondre à son problème. Et du coup, ça change aussi la donne. Alors, l'un n'empêche pas l'autre. Mais en fait, quand ton service, si tu préfères, est conçu,
genre un petit MVP très simple. Après, concentre-toi sur ton client. Je ne sais pas qui c'est qui a dit ça du coup, parce que... ok. Ah non, ça n'empêche pas, non, pas du tout. Non. Mais tu peux vraiment te concentrer sur le client parce que en fait, tu vas fitter plus vite ton marché. Oui, non, ça je comprends. Tu vois? C'est juste que c'est des frais Yes. drastiques. Quoi. Ouais. Les Américains sont très drastiques, hein, généralement. C'est soit yes ou soit no, quoi. Il n'y a pas d'entre-deux. Après, c'est à toi de prendre ces informations-là, ce que j'ai fait avec Jay Abraham, et l'adapter. Oui, non, mais... Alors, il y a Jay Abraham, en fait, il explique dans son séminaire que j'avais suivi de noter sa compétence. Ça veut dire que sur votre compétence, vous prenez un calepin, ok, et vous dites, voilà, moi j'ai une compétence. Moi, c'est le design. Par rapport aux autres designers, combien je mettrais? Combien je me mettrais sur 10? Pourquoi il fait ça? Parce qu'à un moment donné, ça va vous donner une base pour pouvoir travailler. C'est-à-dire qu'en tant que consultant, moi je me dis, ok, en UX design, bon allez, je vais me mettre 7 sur 10, etc., etc. Ok, après la suite, ma communication client, combien je me mets? Et soyez honnête avec vous-même. Hein. Enfin, faites-le chez vous. De toute façon, je vous donnerai la présentation. Comme ça, vous pourrez vous souvenir de tout ça. Votre communication client, combien vous vous mettez? Votre réseau, combien vous vous mettez? Votre présence sur Internet, LinkedIn, etc. C'est des points de base pour pouvoir travailler et commencer à construire votre boîte de consulting ou votre carrière de freelance. Votre vente, votre manière de vendre. Ça, c'est super important. Pareil, combien vous vous mettez? Est-ce que vous êtes pris des scuds par votre client parce que votre client il vous dit non mais attends, c'est pas comme ça qu'on vend, j'ai rien compris à ton truc, etc. Donc une fois que vous avez noté ça, il va falloir préparer son pitch. Et c'est ça qui est intéressant. Et du coup, j'ai une façon un peu simpliste quand vous allez networker pour présenter ce que vous faites. Et justement, est-ce que quelqu'un peut présenter son business grâce à j'aide les blablabla, à blablabla, grâce à. Est-ce que quelqu'un peut se mouiller pour... Vas-y, on va changer un petit peu. J'aide les proches d'un défunt grâce à un service de gestion des données via numérique. Ok, très bien. Et toi, tu voulais, vas-y. J'aide les TPE et les PME à digitaliser leur gouvernance RGPD grâce à une application web. Parfait, voilà. Et ça, c'est un truc qui est très simple, efficace, je trouve, pour se présenter. Au lieu de parler de sa boîte, on dit, moi, je suis un consultant digital, qu'est-ce que je fais? Ok, je crée des applications mobiles, blablabla. Non, soyez court, concis. Un peu comme le pitch elevator. C'est simple, efficace. Le mec, il a compris en une phrase. Enfin, après, il faut la dire un peu plus lentement des fois parce que c'est assez compliqué quand tu leur dis j'aide à faire ta. Ok. Après, fixer un rendez-vous. Moi, c'est ce que je fais. Quand je vais en networking, je parle avec la personne. Si je vois qu'il y a un feeling, je prends son contact et je lui dis ok, je t'enverrai un mail et je lui fixe un rendez-vous. Alors, vous allez me dire, ça sert à quoi de fixer un rendez-vous? Il y en a qui acceptent. Les personnes qui acceptent, vous lui dites au café, écoute, voilà, je sais que ton projet ne m'intéresse pas, mais est-ce que tu aurais 2 personnes dans tes contacts avec qui il serait intéressant de parler de mon projet à moi? Et vous allez tisser une toile comme ça. Et en tissant une toile, vous allez forcément toucher des gens intéressés. Et vous allez commencer à concevoir votre networking. Maintenant, il va falloir trouver le besoin client. Alors, c'est une deuxième vidéo, je ne sais pas, vous connaissez tous le Loup de Wall Street avec le stylo, vendez-moi ce stylo. Et justement, je vais vous expliquer pourquoi les gens en fait décrivent les caractéristiques du stylo au lieu de le vendre correctement. Donc, je vais vous montrer la vidéo. Alors ouais, c'est une vidéo YouTube, hein, c'est pas moi qui ai fait ça. Vendez-moi ce stylo. C'est un stylo super qui, pour des professionnels, il peut... Vendez-moi ce stylo. C'est un joli stylo. Vous pouvez l'utiliser pour prendre en note les événements importants de votre... Vendez-moi ce stylo bille. Ok. Il est beau, il fonctionne et je recommande ce stylo à tous mes amis.
Bon, c'est... ça pique un peu. Ouais. Voilà. Boum! Vois-moi ce stylo. Allez, vas-y. Tu veux que je vende ce stylo de merde? Y a pas plus fort que ce gars. Ce stylo. Il vous vend n'importe quoi. Sois sympa, signe-moi un autographe sur ta serviette, s'il te plaît. J'ai pas de stylo, moi. Exactement, l'offre et la demande, mon vieux. Voilà, qu'est-ce que je vous disais? Là, il a créé le besoin. Vous devez leur donner envie d'acheter les... Est-ce que vous pouvez me dire ce qui s'est passé en fait? Pourquoi cette personne arrive à vendre le stylo de la meilleure façon que celui qui décrit les caractéristiques? Est-ce que c'est valable même pour un produit? Exactement. C'est tout simple. Et il va falloir en fait le créer ce truc-là. Et en fait, les questions à poser, c'est toujours la même chose. C'est pourquoi. Ok. Pourquoi? Quelle émotion est-ce que votre client veut avoir après vous avoir rencontré? En fait, il y a énormément d'empathie quand vous allez avoir un client. Pourquoi vous voulez créer votre site web? Ah ouais, parce que mon site web, je ne sais pas, il est moche, etc. Je dois refaire les trucs. Et après, il faut creuser. Et plus vous allez descendre dans une espèce d'approfondissement, eh ben, il va le sentir, je ne vais pas dire il va le sentir passer, mais en gros, il va dire, en fait, il faut une solution, il faut absolument que quelqu'un me fasse mon site internet. Et ça, c'est une question qui est vraiment, j'utilise beaucoup. Quel blocage va empêcher le client de passer à l'action? Il faut que vous vous mettiez à la place de votre client. Genre, quels sont les blocages? Et moi, ce que je fais à chaque fois que j'ai un rendez-vous client, je note sur un papier, OK, quel blocage va empêcher le client de passer à l'action? Et je note 3-4 points, etc. Et comme ça va m'aider à enlever vraiment des blocages. Et plus vous allez enlever des blocages, mieux ce sera. Regardez par exemple les landing pages sur Internet. En fait, il faut que ça, ils enlèvent des tas de blocages. Bientôt, ils vont vous dire dans les formations, c'est même plus la peine de travailler, vous allez gagner de l'argent automatiquement. Je ne sais pas si vous avez remarqué les formations sur Internet. Eh ben, ils disent, voilà, ça ne vous prend pas de temps, limite, vous allez gagner de l'argent en 1 heure par jour. Bah, en fait, ils enlèvent des blocages. C'est totalement faux, évidemment, mais c'est pour enlever des blocages. J'aime beaucoup cet acronyme. Pour le coup, il sonne bien, l'acronyme DUR. Un problème douloureux, un problème urgent et un problème reconnu par le prospect ou par le client. Ça, c'est quelque chose de super intéressant. Et je vais vous donner un exemple. Par exemple, si, je sais pas, mon père, il a mal au dos. Okay, mon père, il a mal au dos. Et du coup, je vais lui dire, OK, je te donne 50 € pour régler ton problème de dos. Bah, il va dire oui tout de suite. Par contre, si je lui dis, bon, OK, bon, je vais te donner 1 000 €, bah, peut-être qu'il va dire 1 000 €, c'est un peu trop cher, etc. Par contre, si un mec est en phase terminale d'un cancer, bon, c'est peut-être un mauvais exemple du coup, et je lui dis, je vais te sauver la vie, donne-moi 50 000 €. Eh bien, le problème, il est douloureux et il est urgent. Donc, il aura plus tendance à payer plus cher. Et c'est ça qu'il faut trouver dans votre business quand vous allez convaincre vos clients. Le besoin, vous allez dire pourquoi, ça va approfondir le besoin. Et du coup, le client, son problème va devenir beaucoup plus douloureux, le problème va devenir beaucoup plus urgent et il sera beaucoup plus reconnu par lui-même. Là, il va dire, OK, j'ai un réel problème en fait. Par contre, un client qui a le même problème n'a pas forcément le même besoin. Est-ce que vous comprenez cette phrase? Parfois, on ne vend pas forcément ce que la personne veut, mais on vend ce dont elle a besoin. Donc, ouais, c'est-à-dire C'est-à-dire. Par exemple, vous pouvez arriver dans un bar et demander un coca. Ouais. Et en fait. Bon, le problème, c'est que tu as soif, c'est ça que je veux dire? Voilà, le problème, c'est qu'on a soif. Et ce dont on a besoin, c'est plutôt un verre d'eau. Ok. Ouais, en gros. Si tu veux. En fait, c'est un peu le décalage que je voulais faire aussi. Ok, ouais, en gros, ouais. Tu as un problème, c'est que tu as soif, et le besoin, c'est du coup pour le résoudre. Vous pouvez lui servir un verre d'eau, un coca, un orangina, enfin, voilà. Voilà, ok, très bien, c'est exactement. Il y a différents types de besoins malgré ça. Et ça, c'est les différents types de besoins que j'ai vus chez les clients, c'est faire gagner du temps. Okay, moi, pourquoi je vais recruter un salarié? C'est pour qu'il me fasse gagner du temps, c'est pas la peine. Je vais le mettre sur une tâche précise, je veux qu'il me fasse gagner du temps, je veux qu'il ait une expertise pointue, c'est quelque chose que je ne veux pas faire ou que je ne sais pas faire.
et je veux que ce soit reconnu de mon côté. Il faut que le problème soit reconnu. Maintenant, les 3 types de peur d'un client. Ça, c'est valable aussi si vous êtes en recherche d'emploi. Moi, quand je suis entrepreneur, je me demande plusieurs choses. Est-ce que cette personne comprend mon problème? En fait, c'est ça, je veux être rassuré, j'ai peur. J'ai peur de recruter une personne qui me dise « Ah ben non, mais en fait, je ne sais pas faire, etc. » Alors du coup, il va falloir que je licencie, c'est toute une procédure, ça va prendre du temps, il va falloir que je lui preste ses mois, etc. Donc moi, je veux être rassuré. Est-ce que cette personne comprend mon problème? Est-ce que cette personne est compétente pour résoudre mon problème? Est-ce que cela va me faire perdre du temps, justement, s'il n'est pas bon, de l'argent? Ou est-ce que ça va me prendre des efforts? Parce qu'il va falloir, par exemple, que je lui dise quoi faire, etc. Moi, je veux qu'il soit le plus autonome possible. Et si un jour, vous passez un entretien d'embauche où vous allez voir un client, pensez-y. L'employeur, le RH, il pense à ça. Est-ce que cette personne comprend mon problème? Est-ce que cette personne est compétente? Et est-ce que ça va me prendre du temps, de l'argent, des efforts? Si vous arrivez à prouver ça, bah, il va vous prendre. Il n'y a aucun souci là-dessus. Maintenant, on va passer à la 3e partie. Alors, comment vendre plus cher que tous les autres? Est-ce que quelqu'un a une petite idée? Comment on va passer de 500 € la journée en tant que freelance ou un produit à plus cher? 800, 900, etc. Ouais. Qu'on a déjà prouvé auparavant qu'on a déjà fait un travail. Donc la valeur, ok. Voilà, sur quoi les autres. Se démarquer. Se démarquer aussi. Mieux comprendre le besoin du client, enfin le besoin au maximum, quoi. Lui prouver qu'on est la bonne personne par rapport à ses besoins et même voir plus loin. Ouais, ok. Ok, il y a des éléments de réponse. Alors, la valeur perçue. Ça, c'est le premier élément de réponse. La valeur perçue, ouais, bon, je sais que c'est... c'est le premier élément de réponse. La valeur perçue, c'est votre manière de vendre, c'est votre site internet. Si votre site internet il est super crade, etc., et qui ne donne pas envie, non, il faut que ce soit un site super clean. Okay, c'est votre carte de visite. C'est aussi l'aspect en général de votre produit. Je ne sais pas, regardez, le branding d'Apple, du coup, vous comprenez pourquoi les produits sont si chers. C'est parce que le branding, il y a un côté, il y a des valeurs qui sont super luxueuses, etc. On voit que c'est hyper qualitatif comme truc. Et ben, il joue beaucoup sur la valeur perçue. Comment le client perçoit le produit. L'expertise. C'est assez marrant, ça, l'expertise, parce que vous allez toujours pouvoir facturer plus cher si vous êtes dans un truc de niche, mais genre niché, quoi. Ça veut dire que si vous êtes un UX designer, pour prendre mon exemple, et que vous faites que ça, eh ben, le client il prendra toujours un UX designer plutôt qu'un UX UI designer. Ok, commencez par quelque chose de hyper niché. Avoir une expertise pointue aide les clients à aller vous chercher et vous pourrez facturer beaucoup plus cher. Et la 3e, elle est bête, mais voilà, avoir un client avec du budget. Je veux dire, si vous ciblez une start-up, enfin en tout cas, ça dépend lesquelles, ou si vous ciblez une petite PME, elle aura beaucoup moins de budget. Donc, il vaut mieux s'attaquer à des grands groupes avec beaucoup de budget. Alors ça, c'est ce que j'utilise dans ma boîte. Alors, je ne sais pas si vous les connaissez tous, ces logiciels, parce que j'ai entendu tout à l'heure qu'il y en a certains qui utilisaient Streakandly, etc., ou WordPress. Mais moi, je vous conseille, enfin en tout cas, c'est d'utiliser ClickFunnels. Alors, je sais que c'est cher. ClickFunnels, c'est 98 $ par mois, ça, c'est cher. Mais franchement, ce qu'il fournit, en plus, derrière, vous pouvez créer des funnels vraiment hyper simples, avec des pages de capture, tout est mis dedans, etc. Et il y a une énorme aide, et vous pouvez copier les funnels des autres. Moi, en 30 secondes, j'ai mis en place mon funnel. Après, j'ai juste à mettre mon contenu, et basta, quoi. Ah, vous savez ce que c'est qu'un funnel? Un funnel, en fait, c'est... Ok. Un funnel, c'est comme une landing page. Okay, vous avez une page de vente. Votre utilisateur, il arrive sur votre page de vente. Ok, acquisition. Maintenant, vous allez penser comment l'activer. Genre, l'activation, c'est quoi? C'est quand la personne rentre son email, quand vous prenez son email ou paye votre produit. Après, vous avez la rétention, comment retenir l'utilisateur. Et d'ailleurs, il vaut mieux une grosse rétention
et une faible acquisition. Parce que l'argent, il est souvent dans la rétention et moins dans l'acquisition. Après, il y a le referral. Donc le referral, c'est rendre votre produit, on va dire, viral, et le revenu. Le revenu, c'est votre business model. Okay. Et ça, c'est un concept de funnel. Et toute l'étape du funnel, vous allez créer un personnage, c'est votre client. Quand il va rentrer dans le funnel, il va dire « Ok, il en est là, etc. » Et après, c'est là où intervient la publicité Facebook. Si vous voulez retargeter, la personne elle est allée sur votre site, elle a mis son email ou elle a juste regardé le contenu. Bam, vous lui balancez une pub en lui disant « Eh oh, t'es venu sur mon site, mais t'as pas acheté. » Tu vois, et vous faites une petite promotion et ça peut passer. GetResponse, est-ce que vous savez ce que c'est ça? Ça, c'est un truc que j'utilise et qui est vraiment incroyable. C'est qu'à chaque fois que j'ai un client, que je rentre un client dans ma base de données email, je crée un scénario et je lui envoie une liste d'emails. Par exemple, si le client il n'a pas ouvert mon mail, ok, il n'a pas ouvert mon mail, ben je vais envoyer un autre email. Par contre, si mon client il a ouvert le mail, ok, et qu'il n'a pas consommé mon produit, eh ben je vais lui envoyer un autre email. Si le client il a consommé mon produit, c'est qu'il a pris mon produit en ligne et que du coup, je veux qu'il consomme un deuxième produit ou une page ou mon coaching, eh ben, je vais lui envoyer encore un email, etc. Construisez des scénarios de mail. Vous ne faites pas chier à écrire un mail, c'est trop chiant, c'est super long. Moi, je balance mon client, je le rentre dans la base et hop, je sais qu'il y a tout un scénario derrière qui va envoyer les emails de manière automatique. Je vous conseille un autre logiciel, Marketiro, je ne sais pas si vous connaissez, qui marche super bien avec Shopify. Alors, Shopify, c'est pour le dropshipping, c'est le CMS qui va faire le e-commerce et je vous le conseille. Squarespace, ça je pense que tout le monde connaît. C'est super simple à mettre en place. Squarespace, en fait, c'est comme un WordPress encore plus simple quand tu ne sais vraiment pas coder. Tu peux faire ton site, il y a des thèmes, c'est exactement comme Wix. Et du coup, moi j'utilise pour mon site internet. Marketiro, c'est ce que je vous ai dit, c'est GetResponse. Et Shopify pour faire mes sites e-commerce. J'ai une question. Ouais. Pour ClickFunnels, on peut être une interface avec Shopify. On voit directement les clients sur un produit sans passer directement par ClickFunnels. Oui, tu peux, ouais, bien sûr. Ouais. C'est juste que, tu sais, ClickFunnels, c'est très rapide, quoi. C'est comme Squarespace, c'est comme Wix. Vous mettez le funnel, il est quasiment fait. Et moi, j'ai un meilleur taux de conversion sur ClickFunnels que quand je monte des landings WordPress. C'est pour ça que j'utilise ClickFunnels. Voilà. Autre logiciel que j'utilise, Hotjar. Est-ce que vous connaissez Hotjar? Ok, bon, recordings de clients, heatmaps pour pouvoir les zones de chaud, les zones de froid et pouvoir commencer à itérer sur son site, c'est super important pour voir le comportement client. Fleury, alors Fleury c'est un peu comme Mixpanel. Mixpanel, c'est pour plutôt traquer les boutons. Alors moi, j'utilise beaucoup ça sur mes sites e-commerce ou surtout sur mes sites e-commerce en fait. Et quelques sites clients, mais Facebook. Alors le Facebook Pixel, c'est pour faire. Alors c'est le pixel que vous installez sur votre page. C'est une espèce de boîte qui permet d'envoyer de la data dans cette boîte-là et du coup faire de la publicité Facebook pour faire des campagnes Facebook, etc. Et le simple Google Analytics. Voilà, merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui. Est-ce que pour toi, l'immobilier, c'est de l'entrepreneuriat? Non, mais ça peut devenir. Pourquoi? Parce que tu peux faire ça à grande échelle. Et du coup, tu peux acheter plusieurs appartements. Et là, à un moment donné, quand tu achètes beaucoup d'appartements, ça devient un boulot à plein temps, quoi. Donc pour toi, est-ce que du coup, c'est pas de l'entrepreneuriat parce que du coup, c'est pas considéré comme un boulot ou est-ce que... En fait, ça va dépendre parce que je sais que, par exemple, il faut que tu crées une SCI. C'est une société immobilière qui permet de gérer des appartements. Mais après, ça va dépendre aussi de ce que tu veux faire. Si tu veux en acheter plusieurs et tout, je dirais que quand tu commences entre 6 et 10, ça commence à faire beaucoup, quoi. Donc après, c'est toi qui vois. En fait, c'est un autre type de business. Après, tu peux tout à fait l'automatiser avec des agences, mais c'est beaucoup plus compliqué parce que les agences, des fois... en tout cas, moi, je sais que j'avais délégué un appartement sur une agence, mais ils sont chiants. Des fois, c'était pas dans leur priorité, donc il est pas loué, etc. Donc c'est compliqué, tu vois.
Est-ce que tu peux nous donner un exemple de dropshipping que tu as fait qui a bien marché en expliquant comment tu as agi? Avec quoi? Moi, le dernier truc qui a fonctionné, c'était des leggings pour femmes. Ça avait bien fonctionné et je m'étais servi. Alors, moi, j'ai commencé avec les influenceurs, Instagram, et j'ai fini par la publicité Facebook. Et d'ailleurs, petite anecdote à ce sujet, il y a la publicité Facebook, l'algorithme a changé. Et du coup, je me suis vachement formé sur la nouvelle publicité Facebook. Et vous pouvez faire encore des trucs de folie encore plus incroyables. Sinon, pour choisir un produit, le mieux, en fait, il y a des produits génériques comme ce que j'aime bien, les bijoux, les leggings, les choses super génériques. Ça fonctionne beaucoup mieux, on va dire, sur toute l'année que des produits comme les bikinis. Parce que ça fonctionne qu'une partie de saison, donc l'été. Moi, si tu débutes, je te commence de vraiment taper sur soit un produit générique ou soit un produit qui résout un problème assez fort. Voilà. Quand tu vas tester un produit, par exemple sur Facebook, ouais. Quelle va être ta stratégie pour la stratégie, c'est tu crées plusieurs adsets. Donc en fait, il faudrait que je fasse une démonstration là du coup, mais en fait, vous avez plusieurs intercalaires sur Facebook. Vous créez une campagne Facebook et dans cette campagne, vous pouvez créer une publicité avec un mot-clé. Donc ce que je conseille, c'est de cibler le pays que vous voulez targeter, genre la France, la Belgique, la Suisse, etc. si c'est un pays francophone. Et après, vous mettez un mot-clé. Donc, ne cherchez pas compliqué pour le mot-clé, ok? Je ne sais pas si vous mettez des leggings, vous pouvez mettre leggings, vous pouvez mettre sport, vous pouvez mettre plein de choses, ok? Mais toujours un mot-clé en relation avec le produit. Vous mettez Engage Shopper, parce que nous, on veut cibler les personnes qui consomment en e-commerce. Et après, vous mettez 5 € maximum par adset, ok? Un adset, 5 €. Et ce que je conseille, c'est d'en faire 5 d'adsets. Alors, tout dépendra de votre budget, mais faites-en 5. Toutes les datas, même si vous ne faites pas de vente, en fait, votre data, elle va se construire, elle va s'enrichir. Le but au début sur Facebook, c'est vraiment de tester, de faire du testing. Et ça va vous permettre de dire à Facebook de commencer à bien cibler et de trouver les profils qui achètent. Je ne sais pas si je suis très clair. Mais... Et on les laisse tourner combien de temps 3 jours. Ouais, 3 jours, ça. Moi, en fait, c'est les trucs qui sont le plus efficaces pour moi. Donc, Et est-ce que tu te mets directement en achat ou toujours en interaction achat. Conversion, achat, toujours. Ouais. Ouais, non. Ou tu peux mettre add to cart, donc ajout au panier, add to cart. Mais le problème de l'add to... Mettez en conversion. Enfin, moi, ça changerait en fait. Moi, je l'avais mis en add to cart, je l'avais mis en achat. J'ai fait des ventes, donc il n'y a pas de... Et s'ils refusent l'add to cart, vous allez sur votre site, sur votre Shopify, et vous forcez, vous ajoutez au panier en bloc. Tac, 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 tac. Comme ça, il va passer en vert et tu pourras ajouter au panier. Tu vois. Pour les produits qui ne répondent pas, par exemple, à un besoin comme les bijoux, etc., ouais. Est-ce que tu commences direct avec Facebook ou tu peux d'abord par exemple changer? C'est 2 styles différents. Il n'y a pas de mieux en fait. En gros, regarde, un influenceur, il faut vraiment se mettre à la place de l'influenceur. Donc du coup, ce que je fais, c'est que je fais une offre promotionnelle. Par exemple, si je vendais des leggings, moi j'avais fait une offre promotionnelle, tout à 20 €. Et je mets tout à 20 € avec un compteur, 48 heures, etc. Donc tu as ton site e-commerce et au-dessus, tu mets, exemple, profiter de cette offre à moins 50% pendant 48 heures. Et tu mets un bouton en profiter. Okay, et du coup, tu vas créer un scénario à l'influenceur. Il va falloir qu'il le vende, l'influenceur. Et moi, ce que je fais généralement pour leur donner de la motivation aux influenceurs, c'est que des fois, je fais un produit d'affiliation. C'est-à-dire que je vais lui filer, par exemple, 10 ou 15% de mes gains. Comme ça, le mec, il va se dire « Oh putain, c'est trop bien, plus je vais en vendre, plus je vais toucher ma com ». Et ça peut être aussi quelque chose de très viral de faire ça. C'est-à-dire qu'au lieu de payer un influenceur, vous pouvez lui dire « Ok, écoute, je te file 15% et je ne te paie pas, mais par contre, tu seras rémunéré un peu comme un sales avec la communication ». Autre chose sur la page produit que je conseille, c'est de mettre qu'il reste très peu de leggings en stock. Exemple, une dizaine de leggings. Et chaque fois qu'il va actualiser, ça descend pour susciter l'urgence. En description, mettez juste 4-5 lignes de description. Pas la peine de faire un espèce de truc. Construisez vraiment un Shopify MVP, Minimal Viable Product. Faites au plus simple. Et après, tu installes au jar et t'itères.
Mais le but, c'est de ramener vraiment un maximum de trafic sur le site et d'avoir une conversion à peu près à 5%. Oui. Du coup, je voulais savoir tes conseils pour être un multitâche, multi-entrepreneur. Bah, moi, ce que je fais généralement, c'est que je me concentre sur un business et j'essaie de l'automatiser. Une fois que ce business est fait, je passe à l'autre business, tu vois, et puis je passe de business en déléguant un maximum de tâches. Tu ne peux pas faire 2 business d'un coup, c'est trop chiant. Bah là, j'en ai 2 qui tournent beaucoup. Après, ça dépend parce que si tu considères que l'immobilier est un business ou pas, etc. Tu vois. Mais j'en ai 2. J'en ai 2 et je séquence, je mets une boîte, un business. Pourquoi? S'il y en a une qui merde, au moins, j'en ai toujours une pour me rattraper, quoi. Moi, c'est plus sur ton fonctionnement. Quand tu étais consultant, quand tu avais un statut de consultant, est-ce que c'était ta réputation qui te permettait d'accéder du coup à. Qui te permettait d'avoir des techniciens et d'autres personnes qui faisaient ton travail ou comment est-ce que tu réussissais à les fidéliser, quoi, ces personnes qui travaillaient pour toi? C'est-à-dire les personnes qui travaillaient pour moi. Quand tu as un contrat, en fait, est-ce que tu sous-traitais cette partie-là? Et si tu le faisais, comment est-ce que tu fidélisais les personnes avec qui tu travaillais, quoi? Bah après, ça va dépendre si la personne elle a un budget, tu vois. Si elle a juste un petit problème à résoudre. Mais après, généralement, tu peux lui dire non et trouver un meilleur client. L'avantage de la technique de créer de la valeur sur Internet, c'est qu'en fait, tu peux refuser des clients parce que tous les jours, en fait, tu as des offres de personnes qui me contactent sur LinkedIn ou qui me contactent sur Gmail et qui me disent « j'ai besoin de toi pour ça ». Après, j'analyse et soit je dis « ok, c'est bon, on est parti, je commence à signer le devis, je vais le voir, etc. » Et je délègue au maximum avec des freelances. Moi, je marche avec 0 salarié, j'ai que des freelances sur Upwork que je trouve, etc., que je teste. C'est quoi Upwork? Upwork, c'est un réseau, il y a énormément de freelances à Paris, au Luxembourg, à Bruxelles, et puis ils peuvent travailler en remote. Moi, je te conseille de les tester, parce qu'il y en a certains, ils ne sont pas très bons. Et il y en a d'autres qui sont très bons, donc après, c'est du test, tu vois. Donc c'est juste vraiment que vous avez un but commun, gagner de... Non, je le teste, tu vois. Je lui dis, ok, écoute, j'ai une page à intégrer. Vas-y, je prends un freelance sur cette page-là, je prends un deuxième freelance sur cette page-là, je prends un troisième freelance sur cette page-là, je regarde, et puis après, je me dis, ok, lequel est le meilleur? Ok, lui, il a vraiment bien fait, il m'a fait gagner du temps, il m'a fait gagner aussi de l'argent, etc. Il a mis très peu de temps à le faire. Bon, bah, ok, bah, je vais choisir celui-là et je continue avec celui-là. Voilà. Oui. Est-ce que du coup, par rapport à tes différents business, tu as une holding qui permet de réinjecter de l'argent si jamais il y en a un où tu as besoin La holding, c'est pour les parts de boîte. C'est quand tu rentres dans les equity d'une boîte. Donc pour le moment, j'ai pas d'equity, je ne suis pas rentré, mais tu peux utiliser une holding. Donc tu possèdes tout en nom propre en fait? Ouais, moi j'ai 2 sociétés. Après, tu peux créer un montage, parce qu'en fait, on est dans l'espace Schengen, donc l'espace de l'Union européenne, et vous pouvez créer votre boîte un peu, enfin où vous voulez. Si vous pouvez la créer au Luxembourg, vous pouvez la créer à Malte, vous pouvez la créer dans plein d'autres pays. Et il ne faut pas se limiter. Voilà. Oui. Pour le dropshipping, le fait qu'il y ait 1, 2, voire 3 semaines de livraison, c'est... Oui et non. Parce qu'en fait, le problème de la livraison, c'est que les influenceurs, ils sont vachement méfiants maintenant. Parce qu'ils se disent, en fait, vous tuez la communauté d'un influenceur. Ça peut être considéré comme une arnaque. C'est-à-dire que l'influenceur, il va vendre le produit, puis sa communauté va dire, putain, le produit, ça fait 2 semaines que je l'attends, quoi. Et il y a eu énormément d'abus là-dessus. Et moi, je pense qu'il ne faut pas le cacher, le délai des 3 semaines. Il ne faut pas le cacher, il faut jouer vraiment... Parce qu'il y a eu beaucoup d'abus dans le dropshipping, parce que c'est un truc qui était vraiment à la mode. Et du coup, il y a des gens qui montaient les sites e-commerce. Et une fois qu'il avait vendu avec l'influenceur, boum, il supprimait le site e-commerce, puis il en remontait un autre. Et la transparence, elle est vraiment zéro là. Donc ça peut poser un problème. D'ailleurs, ça va poser un problème. J'ai à peu près 2% des commandes où les gens me demandent un remboursement parce qu'ils disent que ça prend trop de temps. Donc il faut le compter dans ton truc. Mais ouais, c'est 2%, ouais, c'est à peu près ça. Ouais. Oui. Les sociétés de dropshipping et de création de sites web, elles sont domiciliées où? Elles ne sont pas... Question pratique. Alors, il y en a une en Estonie. Okay. Parce qu'en fait, il y a quelque chose qui s'appelle e-residency.
Et tout est digitalisé là-bas en Estonie. Ils ont une énorme avance sur l'entrepreneuriat, notamment sur la création de boîtes. Et du coup, je vous conseille de créer là-bas. Vous tapez e-residency sur Internet et vous allez tomber sur le site de l'Estonie qui permet à des entrepreneurs qui sont sur Internet de créer une boîte. Mais vous pouvez la créer où vous voulez. Vous pourrez aller en Irlande, comme tu veux. Il n'y a pas de... C'est pareil, quand on est en France, je crois qu'il n'y a pas d'avantage en Estonie aussi. Peut-être parce que toi, tu es en Belgique, mais... En Belgique, il n'y a pas d'avantage à part pour l'immobilier. Mais en Estonie, ici, il y a un petit avantage au niveau des dividendes de fin d'année. Au lieu d'être taxé à 40%, tu es à 11% là-bas. Voilà. Donc, sur les dividendes, ça devient un paradis fiscal. Voilà. Une autre nationalité peut-être du coup, pour une boîte ou... Luxembourg. Luxembourg, ok. Mais Luxembourg, faut faire très attention. Il faut un bon montage et tout. Il faut que tu ailles voir un avocat fiscaliste qui va te... Voilà. Il faut faire attention au Luxembourg. Ils sont très regardants, vu que c'est un pays qui est frontalier avec la Belgique et tout le Benelux, il faut faire attention. Voilà. Oui. Tu peux me dire combien de temps ça t'a pris de monter ton business de commerce et de vendre? En fait, le truc, c'est que moi, j'ai commencé sur un groupe Facebook où je mettais des tests de marketing, enfin des petits tips, pardon, des petites astuces de growth hacking. Et j'ai vu l'opportunité e-commerce arriver et je me suis dit, bon, bah écoute, je vais me lancer. Et j'avais fait 400 € en une journée. Puis je me suis dit, là, c'est incroyable, j'étais tout seul et tout, derrière mon ordinateur. Ouais, le premier jour. En 24 heures, en fait. J'avais balancé ça avec un influenceur, j'avais testé. Et je me suis dit, bah, c'est peut-être un bon filon pour développer ça. Maintenant, c'est beaucoup plus compliqué au sens où tu as beaucoup plus de concurrence. Mais si tu te formes bien et que tu persévères, il y a moyen de faire des très beaux chiffres. Voilà. Après, si tu veux, je te montrerai sur mon ordinateur, parce que c'est très compliqué tu vois, de te le dire comme ça. Tu vois. Parce que tu as testé quand même beaucoup de canaux de distribution pour acquérir tes clients, que ce Ouais. soit le groupe Facebook, une chaîne YouTube, ta Exactement. page Insta, tu as essayé Ouais. plein de choses pour voir ce qui fonctionnait. Ouais, tous les filons en fait. Ouais. Et une fois que tu as trouvé ton canal d'acquisition, tu le satures. Voilà. Du coup, comment est-ce que tu as trouvé des fournisseurs? AliExpress. AliExpress? Aller voir les vendeurs sur AliExpress, c'est pas mal. Ouais, et tu peux négocier avec les vendeurs AliExpress. N'hésitez pas à envoyer un email et de négocier. Tu lui demandes une ristourne, tu lui dis ton produit est trop cher, voilà, je veux le tester. Et tu peux. Moi, ce que je faisais, c'est que je disais qu'il y avait une centaine de personnes qui étaient intéressées et que j'avais en réserve. Et du coup, ils cassaient le prix. Parce qu'AliExpress, c'est super cher. Vous comparez AliExpress à Alibaba, un produit à 7 € sur AliExpress, il est à 2 € sur Alibaba. Donc, et aussi, il y a le AliExpress chinois. C'est très compliqué d'y aller parce que tout est en chinois. Mais l'avantage, c'est que c'est moins cher. Donc, et c'est la même chose. Et pourquoi du coup AliExpress? C'est pas par exemple Alibaba? Parce qu'Alibaba, en fait, tu dois acheter en lot. Tu dois acheter une centaine de pièces, une cinquantaine de pièces, c'est chiant. Enfin, en tout cas, au début, il ne faut pas le faire. Et après, il y a la douane aussi. Ouais, mais la douane, c'est AliExpress qui s'occupe de ça. C'est compris dans le... Tu regardes... Sur Alibaba. Ça, je sais pas, Alibaba, tu vois. Ben, un jour, j'ai commandé et Ah ouais? j'ai eu une mauvaise Je sais pas. surprise. Ok. Alibaba, je sais pas, j'ai jamais fait Alibaba, par contre. Mais t'as commandé quoi aussi? C'est des chargeurs de téléphone portable. Ok. Non, j'ai pas fait encore. Non, pas forcément. En fait, pour Amazon FBA, c'est juste qu'Amazon se charge du stockage et de la livraison, mais t'es pas obligé d'avoir un stock. Il y a plusieurs systèmes. Mais si ça vous intéresse, Amazon FBA, je connais un digital nomade consultant qui gère les plateformes Amazon FBA et qui en plus a des business sur Amazon FBA. Ça vous intéresse? Ouais. Ok, prochain atelier, alors rendez-vous est pris. Ça changera un peu de Shopify. Ouais, c'est clair. Ça, c'est... Bon. C'est bon? Pas d'autres questions? Pas d'autres questions? Merci Kevin. Ouais.